Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire que nous organisons avec notre partenaire ABGI. C'est un partenariat que nous avions initié en 2022. Donc ABGI a rejoint depuis 2018 le groupe Visiative, un groupe qui est expert en management et financement d'innovation depuis plus de 30 ans. Et pourquoi ce rapprochement? Eh bien, pour poursuivre et accélérer le développement, et c'est un rapprochement stratégique au service d'une ambition et d'un positionnement singulier que nous expliquera Nicolas un petit peu plus tard. Voilà, notre partenariat repose sur un accompagnement qui s'inscrit en complémentarité avec notre offre de service, puisque Minalogic, nous accompagnons nos adhérents et nos partenaires sur toute la chaîne de valeur de l'innovation. Et le partenariat d'ABGI nous permet d'apporter des briques supplémentaires à l'accompagnement qui est le nôtre, notamment sur le volet financement, la stratégie financement de l'innovation avec tous les dispositifs fiscaux en faveur de l'innovation, et aussi également une stratégie environnementale et CSRD, sujet qui va faire l'objet du webinaire d'aujourd'hui, qui a pour objet de vous aider à élaborer et déployer une stratégie RSE ambitieuse et porteuse de sens. Et fort de leur expertise sur ce sujet, sur les enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui primordiaux pour les entreprises et la maîtrise de ce nouveau cadre réglementaire qu'est la CSRD, les experts du groupe ABGI vont vous dérouler une présentation dans les minutes qui suivent. Je laisse la parole à Nicolas Giannanidi, qui est directeur commercial d'ABGI et qui va vous présenter plus en détail les contours de l'offre de service. Nicolas, c'est à toi. Merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans ce webinaire, accompagné de Céline et Lénaïque qui se présenteront également et qui sont nos experts sur les sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Je vais prendre la parole 2 minutes pour vous présenter ABGI. Donc, comme Nathalie vous l'a indiqué, nous sommes filiales du groupe Visiative et nous accompagnons nos clients dans la définition et l'exécution de leur transformation stratégique à travers 4 axes. Donc, le premier, c'est l'innovation, où nous travaillons sur l'identification et la mobilisation de l'ensemble des financements pour la recherche et le développement, l'innovation et les investissements auprès de nos clients, que ce soit donc sur les dispositifs fiscaux ou les aides directes au niveau régional, national et européen. L'autre axe, c'est les opérations et la performance, en optimisant les principaux coûts de nos clients sur les achats, le sourcing, les supply chains, l'excellence opérationnelle ou encore l'énergie. Le troisième axe, c'est la technologie. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale et sur des sujets en lien avec la cybersécurité. Et enfin, le dernier axe qui va faire l'objet de notre échange aujourd'hui, la durabilité à travers la réalisation de bilan carbone, la définition de la stratégie et la feuille de route RSE de nos clients, et enfin sur le reporting extra-financier, c'est-à-dire la CSRD, qui fait l'objet de notre séminaire aujourd'hui, de notre workshop. En quelques chiffres, ABGI, c'est 3500 clients, 600 collaborateurs, une présence à l'international avec des implantations dans 8 pays, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Je passe la parole donc à Céline qui va, avec Lénaïque, pouvoir aborder le sujet de la CSRD sous l'angle d'un vecteur qui va permettre d'accélérer la transformation des entreprises. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Céline Périssin-Faber, je suis experte des sujets ESG et Sustainability chez ABGI et je vais vous présenter aujourd'hui notre approche ESG et de façon plus précise derrière le sujet de la CSRD. Et je suis accompagnée de Lénaïque. Bonjour à toutes et tous, c'est Lénaïque. Donc moi je pilote et coordonne les activités liées à nos stratégies et management de l'innovation et RSE au sein du cabinet, donc avec Céline. Alors, comme le disait Nicolas, on a un axe qui est dédié à tous les sujets de ESG et Sustainability et on a une approche assez globale et que l'on aime appeler une approche intégrée, à savoir que l'on accompagne les entreprises à la structuration de stratégies RSE. Il y a aussi dans cet exercice de stratégie le sujet CSRD que vous allez retrouver, qu'on abordera aujourd'hui.
On a aussi la possibilité d'accompagner sur les stratégies de bas carbone avec l'initiation de bilan carbone ou encore des stratégies d'innovation et de transformation de l'offre. Et après, nous accompagnons les clients, bien évidemment, sur le sujet du financement et de financement de l'innovation, sur le montage de dossiers d'aide à l'investissement, par exemple. On va aussi les accompagner dans l'exécution, donc comment on met vraiment en place au sein de l'entreprise et avec leurs parties prenantes ces stratégies RSE ou stratégies bas carbone. On est là pour accompagner la gouvernance, pour accompagner la conduite du changement ou encore le management et le reporting de projets financés. Et enfin, on est là pour aider à valoriser les démarches RSE. Et vous retrouvez là encore une fois le sujet de la CSRD ou du reporting qui permettent de valoriser les stratégies élaborées par les entreprises. Alors, aujourd'hui, on va parler plus précisément de la CSRD et tout d'abord, peut-être reprendre les choses à la base. Qu'est-ce que la CSRD? Donc, la CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est une directive émanant de l'Union européenne, qui a pour but, tout d'abord, d'améliorer la transparence et la responsabilité en matière de durabilité des entreprises à l'échelle européenne. Elle est aussi là, cette directive, pour encadrer et uniformiser l'ensemble des reportings à l'échelle de l'Union européenne, des entreprises qui sont soumises à la CSRD, et cela va permettre de faciliter la comparaison entre les entreprises sur leur performance ESG. Donc l'idée d'uniformiser et d'avoir une meilleure compréhension et accès à l'information et derrière toute cette logique de la CSRD. La CSRD, elle est rentrée en vigueur au 1er janvier 2024 pour une certaine catégorie d'entreprises que je vous détaillerai un petit peu plus tard parce qu'il y a un calendrier d'application de mise en œuvre qui va jusqu'en 2029. Donc, les entreprises qui sont soumises à la CSRD vont devoir publier des informations de durabilité au sein de leur rapport de gestion qui est lui-même inclus dans le rapport financier annuel. Je vous ai mis ici le lien vers la commission, le site de la Commission européenne où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de la directive pour ceux que ça intéresse et aller regarder tout cela en détail. Je tenais quand même à attirer votre attention sur un point, c'est que cette réglementation uniformise le reporting et il y a donc 12 normes d'information de durabilité qui ont été éditées à date. C'est ce que l'on appelle les ESRS, donc ce sont des termes toujours un petit peu barbares, donc c'est le European Sustainability Reporting Standards et ici il y en a donc 12 qui vont être communes à toutes les entreprises soumises au reporting et vous allez voir qu'il y a des exigences de reporting d'informations générales sur l'entreprise comme la conduite des affaires, la gouvernance et des informations à publier qui vont être communes à toutes, mais aussi on va vous demander de reporter sur des sujets environnementaux comme le changement climatique, la pollution ou encore la biodiversité, et sur des sujets aussi socio-sociétaux, comme publier sur les effectifs de l'entreprise, les communautés touchées, les consommateurs et utilisateurs finaux, etc. Et en face de chacune de ces ESRS, il va y avoir des points de données à divulguer qui sont extrêmement nombreux et que l'on identifiera avec vous lors d'accompagnement. Voilà un petit peu pour le cadre général qui concerne tout le monde. Toutes les entreprises ne sont pas impactées de la même façon. Donc, à partir du 1er janvier 2024, elle est rentrée en vigueur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toutes les entreprises qui étaient soumises à l'ancienne directive que l'on appelle la NFRD, elles vont devoir publier un rapport début 2025, donc l'année prochaine, sur leur activité 2024. Donc ça, ça concerne notamment les grands groupes européens et non européens cotés qui étaient soumis à cette réglementation. Et la step d'après, c'est-à-dire une publication sur 2026 qui va concerner l'exercice 2025, donc tout l'exercice de l'année prochaine, on va être là sur des niveaux de sociétés européennes et non européennes qui vont être cotés et qui vont répondre à au moins 2 des 3 critères suivants, à savoir 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires et ou 20 millions de total au bilan.
Donc ça, c'est la seconde vague qui va arriver. Et derrière, on va avoir l'année qui suit, 2027, pour un reporting sur l'année 2026, sur l'ensemble des PME européennes et non européennes cotées, à savoir, et c'est extrêmement important, qu'il y a une possibilité de différer votre reporting jusqu'à 2029. Donc, une publication 2029 sera obligatoire pour toutes ces entreprises sur les comptes 2028. Voilà, il y a eu des dérogations qui permettent aussi la mise en place de toute la CSRD qui est assez conséquente et qu'il va falloir bien préparer en amont. Et derrière, en 2029, avec cette dernière vague, on va avoir là des sociétés non européennes avec des seuils de chiffre d'affaires à 150 millions d'euros ou alors qui ont des filiales ou succursales basées dans l'Union européenne. Donc, vous voyez que les seuils petit à petit s'abaissent et que ça va concerner au total 50 000 entreprises en Europe et ça concerne à peu près 6 000 entreprises en France. Alors peut-être que parmi vous, il y a des entreprises qui ne rentrent pas dans ces seuils et la question assez légitime, c'est bon, du coup, je ne suis pas concernée. Alors détrompez-vous, en fait, l'effet de cascade de cette nouvelle directive va impacter énormément d'entreprises et notamment les PME pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que va y avoir une pression qui va s'exercer sur l'ensemble de la chaîne de valeur des grands groupes. En effet, les grands groupes et les grandes entreprises qui vont être soumis à cette directive vont venir vous demander et vont vous solliciter pour fournir des informations sur vos impacts environnementaux, etc. Donc, on va venir vous demander aussi de reporter sur certains indicateurs bien précis dont ces entreprises vont avoir besoin. Et donc, à terme, bien évidemment, s'il y a impossibilité de remonter des informations, peut-être que la conséquence sera d'écarter certaines PME qui n'auront pas pris le sujet en main et ne feront plus partie des fournisseurs de ces grands groupes. Ça conditionne aussi de plus en plus l'accès au financement. En effet, les établissements financiers comme les fonds d'investissement vont de plus en plus regarder les critères ESG pour accorder des financements, pour transformer les entreprises vers des entreprises durables. Et donc, si vous n'allez pas vers cette démarche de responsabilité et que vous ne démontrez pas les performances extra-financières, vous pourriez aussi avoir des difficultés d'accès au financement. Ça vous permet aussi, bien évidemment, d'avoir un avantage concurrentiel. Les PME qui vont être proactives sur ce sujet, même si elles ne sont pas soumises, ça va vous permettre de vous différencier sur le marché par rapport à d'autres entreprises qui n'auraient pas pris le sujet en main de façon proactive et non réglementée pour le coup pour elles. Ça va aussi bien évidemment se mettre au service de votre marque employeur et donc d'attirer et de faire de la rétention de talent. Et enfin, d'anticiper, et ça c'est un point très important, d'anticiper les futures réglementations et les évolutions réglementaires. On voit quand même depuis une dizaine d'années que les seuils d'applicabilité des directives européennes ou françaises sont en train de descendre et que de plus en plus d'entreprises sont concernées. Donc autant prendre le sujet en main dès maintenant pour que si les seuils sont rabaissés dans quelques années, vous soyez prêts. Et bien évidemment, c'est le dernier point, c'est cette nécessité, vous l'aurez compris, à se préparer pour vous familiariser avec toutes ces notions et ces indicateurs ESG, avec toutes ces nouvelles normes qui sont édictées, sur lesquelles vous allez être sollicité, et de commencer aussi à collecter ces informations pour que quand on vienne vous solliciter, vous ayez tout cela à disposition, bien évidemment. Et le dernier point, pourquoi il est intéressant aussi pour vous, même si vous n'êtes pas soumis, de prendre en main le sujet, c'est que ce sont des exercices qui, au-delà de la simple réglementation, c'est des exercices stratégiques. On va en parler un petit peu plus tard et donc ça va vous pousser vers du progrès. Alors, je le disais à l'instant, c'est que le reporting, qu'il soit soumis conforme CSRD ou un reporting extra-financier de façon un petit peu plus globale, c'est, selon nous, un exercice à portée stratégique.
Alors, en effet, ces exercices-là, et notamment sur la CSRD, c'est un exercice qui va obliger à une vision long terme de l'entreprise. On va vous demander d'évaluer vos impacts et vos risques, et notamment sur un temps long, on parle à peu près de 5 ans. Donc, ça commence à être voilà de la vision vraiment long terme, et ça va favoriser une réflexion stratégique long terme de l'entreprise. Ça implique aussi la direction au plus haut niveau. On va voir que dans un exercice de reporting conforme à la CSRD, on va avoir une implication du comité de direction, du comité exécutif, voire de vraiment le CODIR va être impliqué, notamment dans l'exercice de double matérialité. Donc, ça va solliciter toutes ces personnes-là. L'exercice de reporting pousse aussi à repenser le modèle d'affaires. Quand on commence à structurer son reporting conforme à la CSRD, on va voir qu'on a cette obligation vraiment d'intégrer au cœur de la stratégie la durabilité, et donc que ça va amener très souvent à revoir le modèle d'affaires de l'entreprise, la façon d'opérer, et donc ça va impliquer des changements assez profonds. Le 4e point, c'est que ça va exiger un plan de transition financé. En effet, le reporting et la CSRD demandent aux entreprises d'apporter la preuve qu'elles ont bien pris en compte dans leur plan d'investissement et de financement cette transition, et comment ils vont financer et comment ils vont l'accompagner de façon assez pragmatique et financière. Et donc, on va vous demander d'élaborer un plan de financement crédible pour cette transition. C'est une des exigences, et donc vous voyez que là, c'est aussi, ça justifie ce propos de dire que c'est un exercice vraiment à portée stratégique. C'est un exercice aussi qui va impacter les relations avec les parties prenantes. Ça va mobiliser énormément de parties prenantes en interne et en externe à travers les exercices sur la double matérialité, à travers les ateliers qu'on doit mener pour réaliser cet exercice, au travers aussi des interviews, d'envoi de questionnaires, j'y reviendrai. Et donc, ça va permettre aussi de recréer peut-être du lien positif avec les personnes en interne mais en externe, parce que sont concernés vos fournisseurs, vos clients et les parties prenantes aussi de rang, je vais appeler ça de rang 2 et 3, donc un petit peu plus éloignés, pour les inclure dans cette réflexion de reporting et cette réflexion stratégique. Bien évidemment, ce reporting, et vous l'aurez compris, ça conditionne l'accès au financement. Je l'ai dit dans la slide précédente. Et donc, le fait de reporter et de vous conformer à cette nouvelle réglementation va à terme conditionner aussi cet accès aux investissements de la part d'établissements financiers ou aux investisseurs de façon plus large. Et enfin, il va y avoir des implications sur votre compétitivité et ça va à terme affecter votre positionnement concurrentiel, alors aussi bien sur votre offre de produits et services que sur votre attractivité de marque employeur. Donc c'est vraiment un sujet à ne pas prendre à la légère. Vous l'aurez compris, il y a des avantages long terme à ce reporting extra-financier. Vraiment ici, l'idée c'est d'essayer de sortir de l'approche purement réglementaire et contraint en fait de l'exercice, et d'en faire un exercice vraiment d'opportunité stratégique et de transformation de l'entreprise. Tout d'abord, le premier avantage que l'on voit, c'est que ça va permettre d'améliorer la réputation et la confiance que les personnes, vos parties prenantes, ont dans l'entreprise. Ça va vous permettre d'améliorer la réputation parce que de façon transparente, vous allez donner accès à des informations, parce que les investisseurs vont avoir accès aussi facilement et de façon transparente à des informations sur vos performances environnementales et sociales, et donc on va avoir voilà cette vraie amélioration auprès de toutes les parties prenantes, aussi bien internes que externes de l'entreprise.
Je le disais tout à l'heure, vraiment sur le long terme, nous on voit le reporting extra-financier comme permettant un avantage concurrentiel par rapport à des personnes qui ne prendraient pas en main le sujet et qui ne feraient pas preuve d'une forme de transparence sur ce sujet-là. Ça va vous permettre pour certaines entreprises de vraiment vous positionner en tant que leader de durabilité, la transparence aidant, donc vous allez pouvoir vous appuyer sur des chiffres, sur de la donnée, apporter la preuve de ce que vous déclarez. Ça va aussi permettre d'attirer peut-être des clients qui sont soucieux des impacts environnementaux et sociaux de leurs propres fournisseurs dans leur chaîne de valeur. Et vous avez compris, hein, tout le monde commence vraiment à regarder ces sujets de façon plus détaillée. Et enfin, ça va aussi, et ça c'est un point important, ça va permettre de stimuler aussi l'innovation au sein de l'entreprise et ça va aussi venir renforcer votre efficacité opérationnelle. J'y reviendrai un petit peu plus tard et on verra que la conséquence de tout ça, ça va vous permettre de réduire les coûts, ce qui n'est pas inintéressant. Sur le long terme, une fois qu'on a fait cet exercice de conformité à la CSRD, ça va permettre d'avoir une meilleure gestion des risques. En effet, pendant tout cet exercice de reporting et de préparation au reporting, en fait, on va vous accompagner à identifier vos impacts, vos risques et vos opportunités. Et donc, on va vraiment être dans la réflexion de comment vous allez pouvoir les gérer sur le long terme, les anticiper, vous adapter, investir de nouveau et peut-être transformer votre modèle, vos offres, vos services, vos façons d'opérer et donc d'être préparé aux risques auxquels vous êtes exposé et donc d'avoir une meilleure résilience face à ces risques. C'est aussi sur le long terme pour nous une vraie opportunité de croissance, avec potentiellement demain un accès à des nouveaux marchés et à des segments de clients qui vont être sensibles à ces sujets. Ça va vous permettre de nouveau le développement de produits et de services innovants, donc de pousser l'innovation et de proposer des choses nouvelles sur le marché, de faire les choses différemment en responsabilité. Et enfin, ça vous donne accès à des financements durables de façon beaucoup plus facile. Et donc, ces financements porteront la croissance de demain au sein des entreprises qui auront fait cet exercice. Le dernier point sur les avantages long terme, ça va être de renforcer aussi la culture d'entreprise. En effet, ça va permettre d'avoir un discours de transparence sur les sujets de durabilité auprès de vos employés. On l'a vu, ça va permettre de les fidéliser, mais aussi de les attirer, d'attirer des nouveaux talents. Donc, votre marque employeur en sera d'autant plus grandie. Donc, vous voyez qu'ici, il y a aussi des liens avec tout un tas d'autres sujets. On sort vraiment de la simple conformité. On a parlé beaucoup de financement, on a parlé d'innovation, on a parlé de transformation de l'offre et de business model. Et là, on vient aussi solliciter le sujet de marque employeur et d'image de l'entreprise auprès des parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Et donc, ça va être au service de votre image sur le long terme. Alors, on va maintenant regarder un petit peu plus les impacts financiers de la CSRD. On en a mentionné certains. Je voudrais revenir sur certains points. Tout d'abord, le reporting et la CSRD vont avoir des impacts sur les investissements. En effet, ça permet, et c'est pour ça aussi qu'elle a été faite, une meilleure visibilité pour les investisseurs sur les performances extra-financières. Et on voit aujourd'hui que les investisseurs regardent aussi les critères ESG pour pouvoir, on va dire, arbitrer des financements et de là où est-ce qu'ils vont où est-ce qu'ils vont investir. Ça va vous permettre d'avoir accès à du financement durable, tout simplement. Donc, pour les plus performantes d'entre vous, ça facilite cet accès. Et enfin,
On peut dire aussi que certaines entreprises, pour améliorer leur score et leurs critères ESG, vont devoir investir pour améliorer cette performance extra-financière et rester attractive. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux d'impact sur les investissements, aussi bien venus de l'extérieur que vous sollicitant quelque chose pour votre propre transformation. Il va y avoir aussi des risques financiers. Et notamment pour le non-respect des obligations du reporting. Je vous ai remis ici les sanctions financières. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure demain elles seront appliquées et s'il y aura des organismes qui vont venir vraiment regarder et sanctionner. Alors, s'il y a une absence de certification des informations en matière de durabilité, vous allez potentiellement être soumis à une amende de 30 000 € et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour le dirigeant de l'entreprise. S'il y a entrave à la certification d'information, cette amende peut monter jusqu'à 75 000 € et 5 ans d'emprisonnement. Donc voilà, ça c'est écrit, ça a été publié, je vous le partage. Ça fait partie des risques auxquels on s'expose potentiellement si on ne rentre pas dans la conformité de la CSRD. Et enfin, le risque qui est lié au risque réputationnel, c'est le risque de dévalorisation. Et si vous n'êtes pas, si vous ne publiez pas, effectivement, vous êtes engagé sur votre réputation et la confiance que peuvent avoir vos parties prenantes en l'entreprise. Le deuxième focus que on souhaitait aborder avec vous, c'est le focus sur l'innovation. Effectivement, la CSRD, elle va permettre un certain nombre d'innovations sur des sujets, alors pour certains peut-être que vous n'avez pas encore identifié. Les premiers, les plus évidents, c'est bien évidemment de l'innovation sur les produits et services, c'est-à-dire sur votre offre. Ça va vous permettre de réfléchir. On l'a vu, c'est un exercice stratégique long terme qui va vous permettre d'anticiper les risques, qui va vous permettre d'anticiper la transformation nécessaire de votre entreprise. Et donc, on va développer des nouveaux produits et services durables pour répondre aux attentes et aux transformations du marché. Ça vous pousse aussi à repenser le processus et le modèle d'affaires pour le rendre plus durable. Et enfin, d'investir dans des technologies que j'ai appelées technologies vertes et des solutions innovantes, vraiment qui vont être là pour réduire votre impact environnemental et notamment dans le cadre de stratégies de décarbonation. Voilà, il y a plein d'opportunités. L'autre type d'innovation qu'on a identifié, c'est l'innovation tout simplement opérationnelle. En effet, la CSRD va vous pousser à mettre en place des outils de mesure, de gestion de données qui vont vous permettre de piloter la réduction de vos coûts et d'améliorer la gestion de vos ressources et d'améliorer tout simplement en fait l'efficacité globale de votre système d'opération au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est une autre forme d'innovation sur les outils de mesure, la data, le suivi, etc., qui a après des impacts sur votre pilotage opérationnel. L'autre innovation que l'on y voit, ça va être l'innovation en gestion du risque. Effectivement, encore une fois, à travers le développement de ces outils d'analyse, ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur les risques auxquels vous êtes exposés et donc de mettre en place les choses pour anticiper et donc de piloter ces risques et de voir comment ils évoluent. Et on va avoir aussi la création de modèles d'évaluation intégrant les facteurs de durabilité dans les décisions d'investissement. Donc ça, c'est pas négligeable et c'est très en lien avec le focus innovation qu'on a fait précédemment. Et enfin, ça va être aussi une innovation d'engagement. On verra que la CSRD permet d'innover sur la façon dont on implique et on sollicite ces parties prenantes internes et externes, comment on s'adresse à eux, comment on les intègre dans la réflexion stratégique de l'entreprise et de son développement. Et c'est une innovation à ne pas sous-estimer parce que les parties prenantes sont extrêmement sollicitées pendant cette initiative. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est comment les données, toutes ces données en fait qui vont être collectées
pendant le processus de reporting et de matérialité, etc. Et on rentrera dans le détail d'une mission un peu type et d'un accompagnement, peuvent alimenter les initiatives de changement. Ici, je vais aller très vite parce qu'en fait, c'est un récapitulatif aussi de ce qu'on vient de voir. C'est que les données collectées, elles vont vous permettre de définir des objectifs bien précis sur vos objectifs de décarbonation, d'amélioration de la représentativité des personnes porteuses de handicap, par exemple, au sein de vos employés, etc. Ça va vous permettre d'identifier des domaines d'amélioration, bien évidemment. Ça va aussi faciliter le suivi et l'évaluation des progrès qui sont réalisés d'année en année, parce que la CSRD oblige ce reporting annuel. Donc, on va voir comment ça évolue et est-ce que vous atteignez, à quelle vitesse vous atteignez les objectifs qui sont fixés. Ça va vous permettre d'engager vos parties prenantes, ça on l'a vu, et enfin de conduire à de l'innovation et à de l'amélioration continue. Alors peut-être pour partager des exemples un petit peu concrets de qu'est-ce que ça change et comment certaines entreprises ont commencé vraiment à changer. J'ai pris 4 exemples assez simples, mais pour vous démontrer voilà comment ça peut se mettre au service de votre entreprise et du pilotage de la performance environnementale ou sociale de votre entreprise. Le premier exemple, c'est une entreprise manufacturière qui a réalisé son bilan carbone et qui a identifié effectivement que son processus de production était responsable de la majorité de ses émissions. Grâce à cet exercice, ils ont mis en place un indicateur de suivi et ils ont aussi identifié des actions pour améliorer et baisser cet impact de leur processus de production. Ils ont mis en place une modernisation des équipements et des technologies. Donc, ils ont aussi fait appel à des demandes de financement. Ils ont optimisé les processus de production pour réduire le gaspillage et ils sont passés à des sources d'énergie renouvelables pour les usines en changeant leur contrat avec leurs fournisseurs. Ça leur a permis, sur 3 ans, tout simplement, d'avoir une réduction de 30% des émissions de CO2 au global. Donc, vous voyez qu'on a pu suivre pendant les 3 ans ces progrès réalisés suite à l'identification de progrès qu'il y avait à faire et à la mise en place de solutions bien concrètes. Et donc là, quand ils reportent dans le cadre d'un reporting, non seulement ils ont des chiffres, mais ils ont aussi un plan d'action qu'ils ont mis en place et qu'ils ont suivi pour atteindre cet objectif. Le deuxième exemple, je m'écarte du sujet purement environnemental. On arrive aussi sur des sujets sociaux et sociétaux. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on doit reporter aussi sur les sujets sociaux de l'entreprise. Et là, on a affaire à une entreprise qui avait un manque de représentativité dans ses cadres dirigeants des femmes. Et donc, on a vu qu'il s'était mis, et de diversité, dans ses équipes de direction. Et donc, ils se sont fixés des objectifs chiffrés dans le recrutement de femmes et de minorités au poste de direction. Ils ont aussi mis un programme de mentorat en place au sein de l'entreprise et de développement de carrière ciblée, donc d'accompagnement de certains types de populations pour justement les faire progresser à des niveaux de direction. Et enfin, ils ont aussi révisé leur processus de recrutement et de promotion. Et dans le processus de recrutement, c'est notamment aller chercher aussi des nouveaux profils pour s'ouvrir et avoir potentiellement une population, là dans ce cas-là, plus féminine qui envoyait leur CV. Et ils ont eu, en termes de résultats, sur 2 ans de suivi, une augmentation de 25% de la diversité dans leurs équipes de direction. Donc voilà, des résultats assez probants, mais surtout suivis et chiffrés qu'on peut publier et où ils apportent la preuve. Même principe sur les 2 derniers exemples. Le premier concerne la gestion de l'eau, où là, on est dans le cas d'une entreprise agroalimentaire qui a analysé sa consommation d'eau et qui a identifié tout simplement des opportunités d'amélioration. Donc là, pareil, ils ont investi dans des technologies d'irrigation plus efficaces. Ils ont mis en place des systèmes de recyclage d'eau dans leurs propres usines.
et avec leurs parties prenantes. Et c'est là où c'est aussi intéressant, ça change la relation avec les parties prenantes externes dans ce cas-là. Ils ont formé les agriculteurs avec lesquels ils travaillaient à des pratiques d'utilisation beaucoup plus durables de l'eau pour en faire l'économie. Parce qu'effectivement, ils étaient impactés par la surconsommation. Et donc, sur les 5 ans de suivi de ce projet-là, on a une réduction de 40% de la consommation d'eau. Et enfin, le dernier exemple, un autre exemple social, c'est celui de l'engagement des employés, où là, l'entreprise s'est aperçue qu'il y avait un désengagement, vous savez, au travers des enquêtes qu'ils faisaient tous les ans, et donc que l'engagement baissait. Ça leur a permis de revoir, tout d'abord la politique de rémunération et les avantages sociaux pour se replacer au niveau du marché et dans les standards du marché. Ils ont mis aussi en place des programmes de formation et de développement de compétences, et ils ont amélioré la communication interne, qui était un vrai sujet chez eux. Et sur 18 mois, parce qu'ils ont refait les enquêtes, ils ont pu mesurer l'augmentation de 20% du taux d'engagement au sein de leurs employés. Donc, ce qui est pareil ici, voilà un indicateur que l'on peut suivre avec un plan d'action qui a été mis en place. Donc, voilà un petit peu pour le cadre général de la CSRD et qu'est-ce qu'elle apporte. Donc, vous l'aurez compris, en résumé, c'est vraiment un exercice à portée stratégique qui a des implications sur la transformation profonde de l'entreprise, des modèles d'affaires, mais aussi qui va conditionner le financement, l'innovation et l'approche d'une façon générale à revoir à 360 d'une entreprise. Donc, c'est un exercice qui est au-delà de la conformité, qui est extrêmement important pour vous préparer à l'avenir et mieux gérer les risques auxquels vous êtes exposés, mais aussi saisir les opportunités qui s'offrent à vous sur les 5-10 prochaines années. On va parler maintenant très concrètement de comment on accompagne, nous, au sein d'ABGI, les entreprises dans le cadre de la CSRD et de la publication d'un rapport conforme. Tout d'abord, il y a 2 prérequis, c'est que vous ayez réalisé votre bilan carbone sur les 3 scopes. En effet, si vous n'avez pas réalisé votre bilan carbone, il va vous être impossible de venir reporter et publier des chiffres sur tous les premiers ESRS E1, donc qui concernent le changement climatique. Et en fait, le bilan carbone est au service de ces premières normes, de cette première norme sur laquelle on vous demande de reporter, qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Si vous ne reportez pas dessus, en fait, l'apport de preuve est inversé. Il va falloir que vous démontriez pourquoi vous ne reportez pas dessus. Et donc, c'est vraiment de réaliser ce bilan carbone, sachant qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent au sein d'ABGI de réaliser ce bilan carbone et que l'intégralité des données soit dans l'outil CSRD et que tout communique et qu'il n'y ait pas de double saisie. Donc, c'est important de le mentionner. Et ensuite, c'est qu'au sein de votre entreprise, il y ait une équipe projet qui sollicite, vous l'aurez compris, le plus haut niveau de direction de l'entreprise parce que de toute façon, ces personnes-là vont être aussi sollicitées. Tout d'abord, il y a 6 étapes. On va regarder les 3 premières. Comme dans beaucoup de lancements de missions, sans surprise, il va y avoir bien évidemment un cadrage de la mission pour vous accompagner à la préparation de ce rapport conforme à la CSRD. Va y avoir aussi des formations. Alors, c'est important que toutes les personnes qui vont être sollicitées sur ce projet aient le même niveau d'information. Donc, des fondamentaux sur les sujets de développement durable, mais aussi de comprendre qu'est-ce qu'est la CSRD, quelles sont les normes, sur quoi on va vous demander de reporter. Donc, il y a toute cette phase d'acculturation des personnes impliquées dans le projet, y compris la direction, j'insiste, et de cadrage, bien évidemment, les étapes, etc., assez classiques. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est vraiment une phase d'état des lieux et d'analyse préparatoire dans laquelle vous pouvez inclure le bilan carbone si au demeurant vous ne l'avez pas encore fait. Mais nous, ça nous permet d'identifier donc vos parties prenantes. Donc on va cartographier vos parties prenantes, on va aussi cartographier votre chaîne de valeur, on va commencer à aller
interroger les parties prenantes aussi bien internes que externes. On va vraiment se plonger au cœur de l'entreprise à travers des revues documentaires, des interviews et tout un tas de revues de documents que vous mettez à notre disposition. Et on va commencer à établir la liste des enjeux en s'aidant aussi de listes d'enjeux préexistants publiés au niveau européen pour préparer la phase d'après, qui est la phase numéro 3, qui est celle de l'analyse de double matérialité. Donc cette phase préparatoire, c'est vraiment une phase qui est clé pour préparer l'exercice, qui est l'exercice, je dirais, pivot de la CSRD, qui est l'analyse de double matérialité. Alors, mot peut-être un peu barbare pour certains, l'analyse de double matérialité ou l'analyse de double importance, si on simplifie. En fait, je vous ai remis ici ce que c'était. C'est un concept qui va permettre de souligner la nécessité des organisations de tenir compte non seulement de l'impact de leurs propres activités sur l'environnement, tant sur le plan environnemental que social, donc c'est l'environnement au sens large, mais aussi l'incidence de l'autre côté, c'est-à-dire de ces facteurs externes, donc sur le plan environnemental, sur les performances financières de l'entreprise. Donc on a vraiment de l'entreprise vers l'extérieur et de l'extérieur sur l'entreprise. Et là, je vous ai mis très concrètement des exemples. Par exemple, le risque d'inondation dans une zone où se trouve une filiale peut avoir un impact sur la production. Donc ça, c'est des choses que l'on va aller identifier. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi double matérialité. Et l'autre, donc ça, c'est la matérialité financière. Vous imaginez bien que le risque d'inondation aura des répercussions financières qu'il va falloir identifier, anticiper, etc. Dans le cadre de cette analyse. Et ce que l'on appelle la matérialité d'impact, c'est par exemple dans le secteur du textile, la plupart des entreprises vont avoir un enjeu matériel autour de l'eau en raison de leur hyperconsommation ou de la pollution de l'eau due à l'utilisation de produits chimiques. Donc vous voyez que c'est là, on part de l'intérieur de l'entreprise et quelle est sa répercussion sur la pollution de l'eau, mais on pourrait aussi l'avoir dans l'autre sens, en fait, tout simplement en se disant que la raréfaction de l'eau dans certaines zones va empêcher la production de certaines choses parce que on va être à court d'eau dans certaines régions. Donc en fait, c'est ça le principe de double matérialité. On regarde vraiment l'impact dans les deux sens et elle se présente en fait comme ceci. Ça, c'est une matrice de double matérialité où on va non plus regarder comme dans les anciennes matrices de matérialité simple où on regardait tout simplement le carré en haut ou les carrés en haut à droite. Là, on va regarder ce qu'on appelle le L où on va considérer les enjeux comme matériels, donc les enjeux importants pour l'entreprise. C'est un exercice qui est extrêmement important parce que, bien évidemment, on va identifier énormément d'enjeux pour votre activité. Après, on est assez réaliste, on ne va pas pouvoir tout adresser. Une entreprise a des priorités et il va falloir aussi décider à quoi on s'attelle. Et donc, cette analyse de double matérialité va vous permettre aussi de prioriser pour votre stratégie de demain sur quel point vous devez insister, où est-ce que vous devez investir, où est-ce que vous devez mettre des efforts, de la ressource, etc. Mais aussi sur quoi vous allez devoir vraiment reporter, entre guillemets. Parce qu'on ne va pas adresser les 1200 points obligatoires, enfin du coup pas obligatoires, mais proposés par la directive, et on va pouvoir les sélectionner grâce à cette analyse. Cette analyse de double matérialité, comment on la réalise? On va la réaliser aussi au travers d'interviews de parties prenantes, de questionnaires. Donc c'est un processus qui va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le cadre si on interroge énormément de monde pour permettre de la réaliser. Donc là, je reboucle avec ce que je disais en introduction. C'est un exercice qui demande l'implication de la direction, mais aussi des parties prenantes internes et externes. Tout ceci se fait bien évidemment à l'aide d'une plateforme et d'outils qui vont faciliter la récolte d'informations, le stockage d'informations, la traçabilité aussi des informations et permettre à vos parties prenantes d'être sollicitées de façon assez fluide.
Les 3 dernières étapes, et je vérifie l'heure que on puisse aussi répondre à vos questions. Après cette analyse de double matérialité qui va vous permettre donc de prioriser les enjeux, vos enjeux prioritaires, on va avoir toute une phase qu'on appelle analyse d'écart ou gap analysis. C'est un mot que vous entendrez assez souvent parce que on va avoir une première phase d'identification de ce qu'on appelle, alors je suis désolée, il y a plein d'anglicismes, de data point. Donc c'est face à ces enjeux, sur quoi vous allez devoir reporter. Il y a des listes qui existent, c'est dans les outils, c'est dans les plateformes. Donc, hop, on identifie avec vous, grâce à cette analyse de double matérialité, les points sur lesquels vous allez devoir obligatoirement reporter en fonction des enjeux prioritaires, de ce qui a été priorisé dans la double matérialité. Et là, va commencer un exercice de se dire, très bien, on doit reporter là-dessus, alors avec de la donnée quantitative ou qualitative. Et en fait, forcément, il va y avoir des écarts. C'est rare qu'une entreprise apporte la data ou le reporting sur l'ensemble de ces points. Et donc, on va travailler à analyser l'écart qu'il y a entre ce que vous avez à disposition, ce que vous êtes capable de produire et de fournir, et ce que vous n'avez pas, mais qu'on vous demande quand même. Et donc, en fait, une fois qu'on a fait cette analyse d'écart, ça va nous permettre de revenir travailler sur votre stratégie RSE et de mettre en place un plan d'action, une feuille de route de mise en conformité. Donc là, on va aussi s'attaquer à vraiment et saisir l'opportunité de la CSRD pour venir retravailler votre stratégie de développement durable et de s'assurer que vous avez mis les bonnes priorités aux bons endroits, que vous avez adressé tous les sujets sur lesquels vous êtes attendu et que vous allez être aussi, in fine, bien évidemment, capable de produire un rapport conforme sur l'ensemble des points de données que l'on vous demande dans le cadre de la CSRD. De même, tout ce processus prend, vous imaginez bien, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que c'est des analyses assez pointues. Il y a un travail de fond à refaire aussi avec l'entreprise et s'accorder sur voilà comment on se met en conformité, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les indicateurs de suivi, etc. Et enfin, la dernière phase, c'est la production du rapport de durabilité sur l'année qui vient de s'écouler. Et là, de même, la plateforme et l'outil que l'on a à disposition permet de publier des rapports conformes qui vont être auditables directement par la tierce partie qui va devoir auditer à terme ce rapport extra-financier avec tous les tags qui sont demandés par la Commission européenne, avec la traçabilité aussi, et ça va vous permettre de conserver l'information d'année en année parce que l'outil est mis à disposition à minima pendant 3 ans pour pouvoir republier tous les ans et voir les évolutions et que vous soyez aussi à terme autonome sur ce rapport de durabilité. Donc voilà dans les grandes lignes les 6 étapes d'accompagnement.